Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux supports, tous les supports que l'on peut trouver en vidéo. Pour info, toute la partie qui précède concerne l'enregistrement sur bande magnétique. Comme il n'est plus très utilisé, je vous en fais cadeau. Ceci dit, pour ceux qui s'intéressent, le slide complet se trouve sur debenedetti.be comme tous les autres. Donc nous allons commencer par le disque dur. Donc le disque dur, c'est le support évidemment, le disque, ce sont aussi les têtes de lecture, de l'électronique de contrôle et un moteur. Autrement dit, c'est quelque chose qui est mobile et qui s'use. Donc le principe, c'est le même que l'enregistrement sur bande, c'est un enregistrement magnétique. Donc l'unité de stockage, ce sont ces disques empilés, donc vue latérale, vue du dessus. Empilement de plateaux d'aluminium dont les surfaces sont recouvertes d'une couche magnétique. Les têtes, donc tête de lecture et tête d'écriture, ce sont les mêmes. Ce sont des électroaimants disposés sur des bras mobiles. Donc, ceci est une tête de lecture qui peut lire n'importe où sur ce disque. Les données sont inscrites sur des pistes circulaires concentriques en partant de la périphérie. Avec les disques durs, vous avez ce qu'on appelle les architectures RAID. Redundant Array of Independent Disk. Donc, le principe consiste à partager le débit enregistré entre plusieurs disques durs. Vous avez plusieurs types de RAID. D'abord le RAID 0, c'est-à-dire qu'il n'en est pas. Débit partagé sans aucune redondance. Plus grande capacité, évidemment, aucune protection. Le RAID 1, les données sont intégralement dupliquées. Les deux disques, donc au minimum il en faut deux, contiennent les mêmes données. Capacité divisée par 2, la sécurité est totale. Sauf si vous plantez vos deux disques évidemment. RAID 5. Les données utiles sont réparties sur l'ensemble des disques et les données de parité leur sont adjointes. Donc si vous vous souvenez du contrôle de parité, on a vu ça dans le passage analogique vers numérique, c'est-à-dire qu'on s'arrange toujours pour avoir sur un mot un nombre de bits pair. Donc c'est-à-dire que l'on rajoute un bit, si le nombre de bits du mot au niveau 1 est impair, on met un bit de parité à 1. Si le nombre de bits à 1 est pair, on rajoute un 0. Les données de parité sont également réparties sur tous les disques, sauf sur celui où sont stockées les données utiles auxquelles elles se réfèrent. Donc les mots de 8 bits et le bit de parité sont toujours sur des disques différents. Les supports optiques, disques optiques, donc c'est le support adopté par les XD-Cam chez Sony. Basé sur le format public Blu-ray, il exploite un laser bleu de 405 nanomètres de longueur d'onde. Donc les disques sont différents, ce sont des disques encapsulés, c'est-à-dire que vous n'avez jamais la possibilité de toucher le disque et donc de le griffer. Vous avez ici une comparaison d'un disque type CD, DVD et Blu-ray, avec des photos à l'échelle. Donc le CD a un lecteur laser avec une longueur d'onde de 780 nanomètres, une profondeur d'écriture de 0,1 mm, capacité 700 MB. DVD, longueur d'onde 650 nanomètres, profondeur d'écriture 0,6 mm. Peut monter à 4 Go, de 4 Go 7 à 8,5 Go. Et enfin, le Blu-ray, avec une longueur d'onde de 405 nanomètres, profondeur d'écriture 0,1 mm, de 25 à 50 Go. Donc, suivant que ce soit une couche ou deux couches. Donc vous voyez bien les photos à l'échelle ici, le nombre de données sur un Blu-ray est évidemment beaucoup plus grand que sur un CD. Donc il existe en version simple, double et triple couche, capacité qui varie de 23 Go jusqu'à 100 Go. Sur le schéma précédent, vous n'aviez pas la triple couche. Débit supporté 72 MB avec une seule tête optique, 144 MB avec deux têtes. Ça, c'est uniquement pour les magnétoscopes de studio, ce qui permet d'augmenter la vitesse de transfert vers les stations de montage. Donc, comme je vous disais, le disque se trouve à l'intérieur. Il s'ouvre automatiquement quand vous le mettez dans la caméra. Vous n'avez jamais accès au disque qui se trouve à l'intérieur.
la machine de studio qui va avec. L'enregistrement se fait en chauffant l'alliage de la surface du disque, ce qui modifie l'état cristallin et les propriétés de réflexion de la lumière. Le laser va chauffer à 600 degrés une zone microscopique de la surface. La lecture se fait avec le même laser, mais réglée sur une puissance plus faible. Annoncé comme réinscriptible 1000 fois, lisible 1 million de fois, durée de vie 30 ans. C'est d'ailleurs devenu, chez pas mal de sociétés en fait, un support d'archivage. Les mémoires flash. Principal avantage, absence de toute mécanique. Donc dans un disque dur, dans un lecteur de disque optique ou autre, vous avez toujours quelque chose de mobile. Dans une carte flash, il n'y a absolument rien de mobile. Donc très grande robustesse et très faible consommation. Donc tout composant électronique capable de mémoriser des données informatiques. Vous avez trois types. La RAM, Random Access Memory, mémoire vive, ne peut stocker que si elle est alimentée. À partir du moment où vous coupez l'alimentation, elle perd toutes ses données. Les ROM, Read-Only Memory, mémoire morte, permet de conserver les informations inscrites une fois pour toutes, même non alimentées. Donc c'est la base du BIOS de vos ordinateurs. Les EPROM, c'est une ROM réinscriptible non volatile. Donc la flash est une variété d'EPROM. Dans une mémoire flash, vous avez deux entités, une zone de stockage et un microcontrôleur qui joue le rôle d'interface avec l'équipement. Pour mémoriser une information, la mémoire flash est constituée d'un transistor MOS. Donc ceci en fait est un transistor, c'est ce qu'on appelle un transistor à effet de champ en fait, avec deux grilles, une ici et une ici. Le but est de piéger les électrons dans la grille flottante, la grille flottante étant celle-ci. Pour écrire une donnée sur une mémoire flash, écriture, on applique une tension importante sur la grille de contrôle, la grille de contrôle étant celle-ci. Et une tension positive sur le drain étant ici. Le drain, la source, la grille flottante. Cette tension positive sur le drain va en fait pincer un canal qui existe entre les deux zones N qui sont ici, le drain et la source, ce qui va injecter des électrons dans la grille flottante. Pour vider la grille flottante, on applique une tension négative importante sur la grille de contrôle, ce qui va fortement repousser les électrons et qui par effet tunnel seront évacués vers la source. Pour lire la valeur qui est inscrite sur une mémoire flash, on applique une tension à la grille de contrôle, ce qui permet de faire passer un courant entre le drain et la source, ce qui équivaut à lire un 1. Si les électrons sont piégés dans la grille, le comportement est différent. La même tension appliquée à la grille de contrôle, mais cette fois cette tension est amoindrie à cause des électrons présents dans cette grille. Autrement dit, le canal n'existe plus et il n'y a pas de passage de courant du drain à la source. Vous aurez donc une lecture 0. Selon le type de cellule, peut être NOR ou NAND, voire les cours d'électronique. La NOR a une capacité plus faible, mais elle est plus rapide. Que ce soit dans les disques SSD ou les cartes SD, P2 étant un assemblage de SD, on emploie des portes de type NAND. Donc ce qu'il faut savoir sur ce type de mémoire flash, que ce soit des clés USB, que ce soit des cartes type P2 SD ou que ce soit des disques SSD que l'on met dans un ordinateur, c'est que le fait d'appliquer des tensions relativement élevées à la grille finit par abîmer certaines cellules. Et donc finalement, certaines cellules ne fonctionnent plus. Donc il faut savoir que ce genre de support perd en capacité au fur et à mesure du temps. Plus vous allez inscrire et effacer, plus vous allez réduire la capacité de vos disques. À la prochaine.